L'édifice qui s'élève juste en face de nous, c'est un repère pour les Parisiens. Il faut dire qu'il s'élève fièrement dans le ciel de Paris. Comment vous le trouvez, vous, ce bâtiment? Moi, je le trouve assez beau, un peu carré, un peu mystérieux aussi, c'est ça qui me plaît. Vous décrochez la lune, ça ne vous a jamais fait peur? Moi, c'est ce que je m'efforce de faire tous les jours, mais je dis pas que j'y arrive. Cette bâtisse, on peut le dire maintenant, c'est l'Observatoire de Paris. Exactement. Et cet observatoire, il a soufflé ses bougies cette année, 350 ans. C'est une belle vieille dame. C'est une belle vieille dame, exactement. L'astronomie, ça vous fascine? Évidemment, le ciel, les étoiles, ça fait rêver. Et à l'époque, il y a un astronome qui s'appelait Adrien Auzout qui a demandé au roi Louis XIV de construire un observatoire et il lui a dit, je vais le citer, « Il y va sire de la gloire de votre majesté et de la réputation de la France ». Il avait raison. Il avait raison. Donc c'est un lieu chargé d'histoire. Bonjour Nathalie Dosset. Bonjour Valérie Fayolle. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Cantatrice devenue comédienne, vous avez brillé au firmament de l'Opéra Français. Dans cette émission, évidemment, on va revenir sur votre carrière. On va aussi parler de tous vos projets sur scène, entre musique et théâtre. Mais avant, on va aller côtoyer les étoiles en allant visiter cet observatoire de Paris. Allons-y. Allez. C'est donc un astronome qui a trouvé les mots justes en 1665 pour convaincre Louis XIV de soutenir la création d'un observatoire et d'une société savante, à l'image de la Royal Society fondée 5 ans plus tôt à Londres. Aujourd'hui, l'Observatoire de Paris continue de scruter la voûte céleste et nous ouvre ses portes pour nous conter 3 siècles et demi de découvertes, d'innovations et d'aventures humaines. Je crois qu'ici, vous avez fait des découvertes très importantes. Notamment, on a découvert que Saturne n'avait pas un seul anneau, mais plusieurs anneaux. Ça remonte à quand, ça? Ça remonte dans les années 1670. Alors là, on va se rapprocher d'un globe terrestre construit par Coronelli. Et là, on s'aperçoit qu'à la fin du XVIIe siècle, on a des grandes erreurs concernant la forme des pays. C'est vrai que c'est incroyable, Nathalie. Ah oui, ça ne ressemble pas du tout à la France d'aujourd'hui. Non. Ce qui est très intéressant aussi à ce niveau-là, c'est que le globe céleste est beaucoup plus précis que le globe terrestre. Alors c'est un peu surprenant, mais on peut représenter les étoiles par-dessus, c'est-à-dire voir les constellations au-dessus du globe. Comme si on était Dieu. Comme si on était Dieu ou Atlas. Est-ce que ça vous intéresse, vous, l'étude du ciel, la découverte de nouvelles planètes? Est-ce que ça peut induire une vie ailleurs? Est-ce que vous pensez à ces choses-là? J'aime la poésie, donc pour moi c'est éminemment poétique aussi, et cette recherche qu'a l'homme de s'élever à tous les sens du terme. Merci. Donc nous voilà dans la salle Cassini. Qu'est-ce que c'est que ça, par terre? Ça, c'est un gnomon. C'est un instrument d'astronomie. Le gnomon, c'est une sorte de cadran solaire, mais essentiellement axé sur le passage du soleil au méridien. Bon, un petit extrait quand même de La Nuit étoilée de Debussy. Nuit d'étoiles sous tes voiles, sous ta brise et tes parfums, triste lyre qui soupire, Cette lunette, elle est d'époque, 1854, c'est ça? 1854, tout à fait. C'est une lunette qui fait 9 mètres de long et 40 cm de diamètre. Donc pour l'époque, c'était un des plus grands instruments au monde. la sereine mélancolie vient t'éclore au fond de mon cœur, et j'entends l'âme de l'avenir tressaillir. On n'est pas là tout à fait par hasard, on est là parce que Nathalie a un astéroïde qui porte son nom, c'est Oui, pas rien grâce ça? à l'astronome Alain Maury. Il m'a un jour envoyé un email en me disant voilà, je suis fan d'opéra et je voudrais nommer 3 astéroïdes d'après les noms des 3 dernières grandes interprètes de l'Acmé. Donc le premier c'est Maddie Mesplay, le deuxième c'est moi et le troisième c'est Sabine de Vielle, celle qui l'interprète aujourd'hui. Alors
Alors Nathalie, on va débuter cette interview sur les planches parce que je crois que la comédie, c'est l'un de vos rêves les plus anciens. Ça tombe bien, il est assouvi. Vous êtes en ce moment sur scène aux côtés de Masha Merrill dans une pièce inédite de Stefan Zweig qui s'appelle La légende d'une vie. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce texte? D'abord, je dirais les personnages. Parce qu'il s'agit d'une histoire de famille, autour d'un secret de famille qui va éclater au cours de la pièce et révéler chacun d'une manière différente. Donc c'est ça qui m'a plu. Voilà, un beau personnage à défendre. Et évidemment, des partenaires enfin, puisque j'avais démarré au théâtre avec un monologue. Et quel camarade! Vos premiers pas sur les planches, vous les avez faits dans une pièce qui s'intitule Un. C'est l'adaptation en français d'un texte de Howard Barker. Pendant 1h30, vous êtes en équilibre instable sur un tabouret et vous nous livrez un monologue, celui d'une femme au bord de la folie. Vous n'avez pas choisi la facilité? Non, mais c'est la non-facilité qui m'a choisi, je dirais. Puisque moi, je ne choisis pas grand-chose dans ma vie. Les choses viennent... Et je les accueille. L'horizon montait et descendait sans cesse en fontaine, en geyser, liquide, volatile, bouillant, bouillonnant, dans des flots de chaleur, dans une avalanche. Quand je l'ai lu la première fois, je l'ai adoré. Je trouvais qu'il était extrêmement poétique et qu'il ouvrait des champs de possibilités infinis. Justement, c'est une pièce qui est dérangeante parce qu'on ne sait jamais très bien où on est et ce qui se joue. En ce qui me concerne, moi j'ai eu le sentiment de vivre une nuit de cristal amoureuse, mais il y a plusieurs niveaux de lecture, j'imagine. Oui, et celui-là en est un, en tout cas. Quelle est, vous, votre interprétation après toutes ces représentations? Moi, j'ai joué 98 fois et je ne suis toujours pas au bout de mes surprises. C'est ça qui est formidable avec ce texte. Que c'est calme et sans odeur, stagnant. Et sous le verre, les herbes folles ont poussé de rues épaisses comme le poignet en calice cruel que nul ne saurait pénétrer. Et lorsque le lierre aura recouvert la cheminée, nous aurons à jamais disparu. On va revenir à présent sur votre carrière de chanteuse lyrique. Vous avez régné pendant 20 ans sur l'opéra français. Vous nous avez fait voyager avec votre voix de soprano. Vous avez interprété les plus grandes héroïnes. Quel est le rôle ou les rôles qui vous collent le plus à la peau? C'est surtout en termes de travail avec le metteur en scène et avec l'équipe. Les rencontres avec certains chefs aussi, ma rencontre avec Emmanuel Haïm, avec Evelino Pido. Voilà, tout ça sont des gens qui ont marqué et qui ont jalonné ma vie musicale. À un moment donné de votre carrière, je crois que c'était après une opération des cordes vocales, vous avez abordé un autre registre, en tout cas vous avez abordé des rôles un peu plus tragiques. C'était une nécessité ou c'était une évolution personnelle? C'était un désir, c'est-à-dire que même si c'était pas des rôles qui étaient forcément pour ma voix au départ, j'avais envie de les jouer en fait. Puisque moi je me considère comme une comédienne qui chante. Et j'étais un peu frustrée d'être conditionnée par cette voix légère et claire, toujours dans le même type de rôle, la jeune première, la soubrette. Et j'avais envie d'explorer celui de la Traviata, par exemple. Vous offrez au public ce que vous appelez votre vraie voix. Nathalie Dosset, c'est quoi votre vraie voix? Alors la vraie voix, c'est précisément pas la voix d'opéra, qui est une voix très travaillée, très artificielle presque. Et encore une fois, je ne regrette rien. J'adore ce travail de la voix, cette façon de façonner quelque chose pour le rendre presque inhumain. Mais je trouve tout aussi intéressant de revenir à quelque chose de plus naturel, plus proche des mots aussi probablement, et qui va avec la démarche que j'entreprends avec le théâtre, et qui est naturellement de raconter une histoire de façon peut-être plus intime. Ces dernières années, 2 collaborations en particulier ont été très importantes. Je débute par celle avec le pianiste Philippe Cassard. Vous avez foulé les plus grandes scènes du monde entier. Vous avez enregistré un album en hommage à Schubert. Et vous chantez des titres traditionnellement réservés aux hommes. Comment est-ce que vous nous faites oublier ce postulat? Parce que c'est comme si on disait un poème.
en fait. Chanter un lead ou une mélodie, c'est dire un poème. Or, dire un poème, ma foi, le narrateur peut être n'importe qui. On n'est pas obligé de s'identifier complètement au narrateur. Alors vous formez aussi un autre duo très important avec Michel Legrand. On ne va pas en parler, on va faire mieux que ça, on va aller le rencontrer. On y va? Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles. Comme un anneau de Saturne. Michel Legrand, c'est évidemment un monument. Auteur, compositeur, arrangeur, chanteur, chef d'orchestre, producteur. L'artiste a baladé son talent au cinéma, dans la musique, alternant le jazz, le classique, la variété. En Europe, aux États-Unis, il nous a livré des airs inoubliables. Les Demoiselles de Rochefort, les Parapluies de Cherbourg, les Moulins de mon cœur. Bon, Nathalie, Michel, le plus sûr moyen de ne rien oublier, c'est de commencer par le début. Comment est-ce que vous êtes rencontrés tous les deux? Moi, je m'en souviens plus. Dans la rue, on est rentré l'un dans l'autre comme ça. Oui, c'est vrai. Je dis, c'est le destin qui vous envoie, non? Ça, c'était notre toute première rencontre. Alors c'est vrai que depuis 2010, vous êtes presque inséparables. Nathalie, vous avez interprété les plus grands succès. Inséparables totalement. Inséparables. Et Michel, c'est une légende. 3 Oscars, 5 Grammy, 100 albums. Vous n'avez pas eu peur de vous attaquer au répertoire de Michel? Non, c'est lui qui aurait dû avoir peur. Moi, j'avais pas peur, j'avais envie. Mais on ne peut pas dire que tu sois laide ni sotte, seulement tu as le temps, tu crois aimer. C'est-à-dire que la voix de Nathalie, l'émotion de Nathalie s'installe exactement. En fait, Michel a tout écrit pour moi, oui, mais sans le savoir. Sans le savoir. C'est ça. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Mais qu'allons-nous faire de tout cet amour? Le montrer ou bien le taire? Dernier projet, c'est un disque et bientôt plusieurs dates sur scène. Attendez, c'est pas le dernier projet. Hein. Non. Ah, non. Le dernier en date. Le dernier en date. Le dernier en date. C'est un conte musical qui retrace la vie d'une femme depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Vous l'avez ressuscité, ce projet, pour Nathalie? Il a été en flottaison. Voilà. Pendant une quarantaine d'années. Mais ce que je trouve aussi incroyable dans ce projet, c'est aussi son destin. C'est-à-dire que Michel, vous l'écrivez il y a plus de 40 ans, je ne trahis pas de secret, je crois, pour Barbara Streisand. Et Barbara Streisand, quand vous lui proposez le projet, elle dit « c'est magnifique, mais je n'ai pas envie de chanter la naissance ni la mort ». Et là, vous vous dites... C'est pas qu'elle n'a pas envie. Oui, c'est qu'elle peut pas. Elle me dit « je ne peux pas chanter ni la naissance ni la mort, c'est trop ». Je veux dire, l'émotion est trop forte. Between yesterday and tomorrow, there is more than a day. Quel regard vous portez sur votre carrière? Elle est exceptionnelle, votre carrière. Enfin, je veux dire. Je suis un homme sans passé. Plus Michel avance, plus sa musique est belle. Et c'est pour ça que je trouve que ce cycle, Between Yesterday and Tomorrow, c'est pour moi ce qu'il a fait de plus beau en attendant la suite. Day by day and step by step, we'll keep him safe and watch him grow. We'll see he has the love he needs to face the world he's soon to know. On retourne à présent à l'Observatoire de Paris pour notre questionnaire du Paris des Arts. Il y a déjà la naissance de mes 2 enfants, probablement, mais il y a peut-être aussi, avant ça, le jour de mon mariage. Alors moi, j'aime beaucoup le 4e arrondissement, le quartier du Marais, parce que je trouve qu'il y a des magasins super, qu'on mange très très bien, et qu'on peut se balader dans les petites rues qui sont aussi piétonnes le dimanche. Il y a un musée que j'aime beaucoup, un
un hôtel particulier, donc comme une maison qui vous accueillerait comme ça et qui expose des petites expositions à taille humaine. Et c'est le musée Jacques Marandré. Il manque Central Park à Paris. Voilà. Alors ma cantine, c'est chez Viola, dans le 17e. C'est très très bon, c'est de la cuisine italienne, mais avec des produits merveilleux et très originaux. Histoire. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Merci Nathalie Dessay. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Nathalie sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Je sais hyper bien le faire. Regardez. Vous plissez. Moi je ne plisse pas. Et je sais faire de l'autre côté également. Ah oui, c'est vrai, sans plisser. Peut-être que dans quelques siècles, il y aura quelqu'un qui ira chanter sur ce bout de caillou baptisé Nathalie Dessay, qui sait? C'est possible? Non. Voilà. Allez, casse l'ambiance. Mais la poésie, Jean avait dit une émission poétique. On va mourir de froid, Nathalie.